Et pourtant, elle pleurait, chapitre 18. Le directeur général que Bob voulait absolument rencontrer ne venait plus au bureau. Bob finit par apprendre qu'il était parti pour un long voyage en Asie. Il s'étonna de ne pas avoir été prévenu. Il savait pour l'avoir lu que la jalousie, la haine, la médiocrité accumulée peuvent conduire des hommes qui ont reçu la lumière à des comportements de corbeaux. En attendant le retour du directeur général, Bob réalisa le projet qui lui tenait à cœur, l'ouverture d'une bibliothèque. Elle se trouvait dans une grande salle à proximité de la salle Internet. Le jour de l'ouverture, elle comptait plus de 3000 livres de tous les genres, payés sur les fonds propres de Bob. Il avait déjà obtenu l'accord du PCA et du DG pour recruter à ses frais un bibliothécaire. Seule une trentaine d'employés daignaient faire le déplacement. Néanmoins, Bob tint à leur parler de l'importance du livre et de la lecture. Il commença à leur parler des sources de la connaissance. Chacune était liée au livre, qu'il s'agisse de l'instruction et de l'expérience et de son expérience des collèges et des universités, des bibliothèques, des cours spécifiques. Il continua à en parler que de Jean-Jacques Servan-Schreiber, un grand cerveau de notre temps qui avait bien perçu l'importance de la lecture lorsqu'il affirmait qu'on ne peut pas devenir un champion de l'avenir si on ne s'adonne pas à la culture par les livres. Le livre demeure l'instrument indispensable de la formation de l'intelligence. On a un dialogue avec un livre, on prend des notes, on réfléchit, on s'arrête. Il n'y a pas seulement les connaissances que recèle un livre, il y a aussi l'interaction entre le livre et le lecteur. C'est fondamental pour le développement de l'intelligence. Quelqu'un voulait savoir qui était ce Servan Schreiber. C'est un polytechnicien pilote de chasse, fondateur du magazine L'Express, ancien ministre et auteur du célèbre best-seller Le Défi mondial. C'est à travers cet ouvrage qu'on a eu le secret de la réussite du Japon. Secret qui se trouve, comme l'écrit l'auteur, dans la recherche permanente et collective de la connaissance. Vous pouvez me poser une ou deux questions quand j'aurai fini mon intervention sur l'importance du livre. Je vous dis que, grâce au livre, des autodidactes sont devenus des grands de ce monde. Selon le magazine L'Expansion, 62 autodidactes figurent parmi les 150 Français les plus riches du monde. Et tout ce monde a appris à apprendre grâce aux livres. L'une des causes de l'échec ou du retard de l'Afrique réside dans la faiblesse de lecture de ses cadres. Le goût de l'initiative et du risque ne s'apprend pas à l'école. Or, ce qui fait le talent d'un homme se trouve dans son imagination, dont la source se trouve dans la lecture, le livre. On a beau avoir des licences, des doctorats, on aura du talent que si on lit beaucoup. Un président africain disait que les gens ont des licences, plusieurs maîtrises, mais beaucoup ont le titre, pas la substance. Il les a baptisés les infimes intellectuels. On ne pourra les guérir que par la lecture. Car si on nourrit son corps par une alimentation saine, le cerveau aussi a besoin de nourriture spirituelle et culturelle pour vibrer. Ainsi, des prisonniers sont devenus des saints rien que par la lecture de grands textes religieux. Car le cerveau subit l'acte de lire d'une manière diffuse et nous transforme progressivement et fait de nous de vrais acteurs du développement et de la transformation de notre personnalité vers un avenir brillant. Parmi vous, les meilleurs lecteurs auront une plus grande promotion au sein de la banque. Mais comment faire du livre un instrument privilégié dans la vie de l'Africain? J'avoue que ce ne sera pas facile. Donc la sortie de notre marasme économique et social n'est pas pour demain. De nombreux intellectuels et cadres continuent de mettre leur passion de la réussite dans la recherche effrénée des fétiches pour avancer. Dès que vous leur parlez de lecture, ils vous soulèvent le sempiternel slogan de la cherté du livre. Ces esprits paresseux oublient qu'un livre peut rester plus d'un siècle dans une bibliothèque et servir à plusieurs générations d'une famille. En revanche, les chemises, les chaussures, les montres, les téléviseurs et j'en passe n'auront pas 10 ans d'existence et sont beaucoup plus chers que les livres. Égoïste africain. J'ai assisté le mois dernier à une mini-foire du livre où l'éditeur avait diminué de moitié le prix des livres. À l'ouverture, 304 invitations avaient été lancées. Seules 30 personnes sont venues comme c'est le cas ce soir.
Outré, le directeur général de l'entreprise n'a pas manqué de faire allusion au mépris des Africains pour les livres. On comprend alors facilement les raisons de notre retard économique, qui est en fait un problème de mentalité. Un cerveau qui n'a pas sa nourriture quotidienne refuse ses fonctions. Mais il n'est jamais tard. L'Afrique peut encore bondir grâce au livre, car le livre, selon un écrivain russe, est un instrument social et psychologique qui permet de formuler, parfois de résoudre les problèmes les plus graves de notre société. Merci de votre attention. Les employés applaudissent Bob Williams. Vu l'heure tardive avant le cocktail, j'aimerais répondre à 2 questions. Je vois une main qui se lève déjà. J'écoute votre question. Monsieur Williams, je suis du service contentieux. J'aimerais vous poser une seule question. Croyez-vous sincèrement que la lecture puisse nous valoir une promotion dans la mesure où la pratique dans nos pays, c'est le copinage, le tribalisme, la médisance et la calomnie pour espérer avoir un bon poste? Sa question lui valut une grande ovation de toutes ces personnes venues pour l'inauguration de la bibliothèque de la banque. Les plus heureuses étaient les femmes qui se réjouissaient de cette question. Je tiens à féliciter votre service qui me procure une très grande satisfaction. C'est vrai, les postes sont souvent attribués selon ces critères que vous dénoncez, mais vous oubliez de dire que ces personnes promues ne seront jamais performantes et que leur chute est inévitable. Votre question me fait penser au livre Kaïdara d'Ampaté Ba que je vous exhorte à lire. Nous l'avons en 3 exemplaires dans cette bibliothèque. Il s'agit de 3 amis qui vont à la recherche de Kaïdara, le dieu de l'or et du savoir. Sur le chemin, ils rencontreront 11 symboles avant de rejoindre Kaïdara qui remettra à chacun autant d'or qu'il fallait pour charger 5 bœufs. En leur demandant avec insistance de bien utiliser l'or qu'ils venaient de recevoir. Sur le chemin du retour, chacun dit comment il utilisera son or. Dambouro dit « Je vais employer mon trésor à créer une grande chefferie. Je commanderai beaucoup de villages, je deviendrai un grand seigneur. Je ne souffrirai point que l'on parle de quelqu'un d'autre dans tout le pays. » Antoudo dit « Je vais devenir un gros dioula. J'achèterai et je revendrai. Je multiplierai mes richesses à un poste que si Kaïdara me revoyait, il serait étonné de ma prospérité. Et enfin, Amadi, je ne désirerais ni être chef, ni arrondir davantage ma fortune. Je suis décidé à dépenser tous les revenus, s'il le fallait pour connaître la signification des symboles et énigmes du pays des nés. Il sera la risée de ses compagnons comme le sont tous ceux qui utilisent leur argent pour acquérir un livre, photographie du savoir. Procurez-vous ce livre. Une fois sa lecture achevée, vous remarquerez un grand changement dans votre vie. D'ores et déjà, sachez que la leçon du sage est simple. Les 2 premiers ont choisi 2 fins douloureuses, c'est-à-dire la fortune et le commandement. Ils en sont morts brutalement. Amadi, au contraire, a choisi le savoir. Au très fond du savoir, il a trouvé le pouvoir et la fortune que ses amis convoitaient. Vos parvenus sont comme Dambouro et Antoudo. Ils ne savent pas qu'une fin douloureuse les attend. Prochaine et dernière question. Vous, monsieur le directeur, je suis bouleversé par cette histoire. Demain, dès la pause, je viendrai à la bibliothèque pour emprunter ce livre. Maintenant, ma question. Vous parlez de lire, mais sans nous dire quel genre de lecture il nous faut. Toute lecture est-elle profitable? Je vois que le service traiteur est déjà prêt. Je vais donc répondre assez rapidement. Un poulet est meilleur chaud. Selon Certilange, il y a 5 genres de lecture. La lecture dite d'information, les journaux et les magazines essentiellement. La lecture de distraction, tous ces livres qui nous permettent l'évasion en tout genre. La lecture d'acquisition, celle qui vous permet de savoir. Ce sont des ouvrages, par exemple, sur la banque. Vous en trouverez plus d'une centaine dans cette bibliothèque qui vous donneront un plus grand savoir que celui de vos collègues qui n'ont pas lu. La lecture de ravissement. Ce sont les grandes œuvres littéraires. Comme l'a écrit Lewis Powell, faisons confiance au choix des siècles. Un homme se trompe, une génération se trompe. Mais l'humanité ne se trompe pas. La lecture d'élévation, elle est constituée d'ouvrages de philosophie, de sagesse et de spiritualité. En principe, il est bon de varier ses lectures, 3 ou 4 de chaque catégorie dans la même période, tout comme la nourriture que nous varions. Ce buffet nous offre une variété de mets. Bon appétit!
La fin de sa phrase fut saluée par des applaudissements nourris et beaucoup de rires. Le buffet avait été prévu pour 75 personnes. Chacun mangea copieusement et emporta une grande partie de la nourriture à la maison. Le lendemain, quand les autres employés furent mis au courant de ce cocktail, le mécontentement grandit parmi ceux qui n'avaient pas répondu à l'invitation. Ils accusèrent Bob de n'avoir pas mentionné sur l'invitation que la cérémonie prendrait fin par un cocktail dînatoire. Les femmes pensaient que Bob était tout simplement méchant, mais une autre surprise attendait les employés de la banque. Ce soir-là, ils étaient tous conviés à une importante réunion dans la grande salle en présence du président du conseil d'administration. En l'absence du DG, c'était Bob qui signa la note de service. Aucun travailleur de la banque ne manqua à cette rencontre. Le président prit la parole pour donner les raisons de cette rencontre. Il s'agissait de désigner le meilleur travailleur de la banque. Cette idée de Robert Williams avait été confiée à une agence de promotion des travailleurs. Le directeur général vint au pupitre présenter ses critères. L'enquête, selon lui, avait duré 3 mois. En plus de ses agents, des clients et des cadres de la banque avaient constitué ce jury de 21 personnes qui avaient travaillé dans une grande transparence malgré de multiples sondages auprès de la clientèle. Il cita les 30 critères retenus. Les principaux étaient la ponctualité, la l'heure au travail, la propriété, l'accueil et le respect de la clientèle, l'utilisation judicieuse du téléphone, la formation personnelle, l'absentéisme, le bavardage. Le directeur général de l'entreprise demanda au président de revenir au pupitre donner le nom du vainqueur. Monsieur René Monadouté a informé l'assistance que le meilleur travailleur de l'année se verrait remettre immédiatement la clé d'une villa meublée. Le directeur de la société immobilière présent à la cérémonie présenta la villa qui comprenait 5 pièces. L'impatience gagnait la foule qui voulait connaître le gagnant. En fait, chacun pensait obtenir ce prix. Le président continuait dans sa digression en parlant des chiffres de la banque qui se trouvait au beau fixe. Il félicita Robert Williams qui était d'une compétence hors du commun. Il parla d'autres projets que la banque allait expérimenter avec sa clientèle. Les grognements redoublaient. Les uns et les autres commençaient à demander le nom du gagnant. Le président ouvrit l'enveloppe dans laquelle se trouvait le nom du meilleur travailleur de l'année. Je tiens à vous préciser que ce prix ne concerne pas les cadres de la banque. Cette annonce créa une joie indescriptible. Un auteur a écrit « Les petites gens se complaisent dans les critiques, les commérages et un esprit de dénigrement systématique. Critiques, commérages et dénigrements sont encore plus vifs quand ils sont dirigés contre les responsables. Le peuple, on le sait déjà, aime juger, critiquer, dénigrer ses dirigeants. C'est son plus grand plaisir et la joie atteint son paroxysme quand le chef de l'État procède à un remaniement ministériel. C'est le plus beau cadeau de l'année, la plus belle fête. Le 1er janvier même paraît palme en comparaison de la journée d'un remaniement ministériel. Enfin, notre ministre s'en va, se disent-ils comme s'il avait été un frein à leur expansion. Le nouveau ministre n'aura toutes les qualités que pour 2 ou 3 mois, avant qu'on lui trouve à lui aussi tous les défauts possibles. L'ancien retrouvera alors toutes les qualités comme par enchantement. En Afrique, l'état de disgrâce ne peut pas durer 6 mois. Si l'on pouvait changer tous les 4 mois les ministres, les responsables administratifs ou même des entreprises, l'euphorie serait permanente dans le pays. Quand on regarde de près tous ces gens à la parole facile, on se rend compte que la plupart sont des hommes complexés de très gros paresseux et des fainéants, lecteurs assidus des rubriques se rapportant aux faits divers. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer le nom du meilleur travailleur de l'année. Il travaille au guichet. J'appelle sur ce podium M. Yves Dagban. Le gagnant qui ne s'attendait pas à se voir appelé fut soulevé par une vingtaine de ses collègues qui le déposèrent sur le podium. Il versait des larmes d'émotion. Yves Dagban travaillait à la banque depuis 6 ans. Après des études dans une école professionnelle, il venait d'avoir 29 ans. Marié et père de 2 enfants, il avait une vie de famille modeste et discrète. Il arrivait toujours 30 minutes avant l'ouverture de la banque. Il n'avait jamais demandé de permission pour faire des courses. Il n'avait jamais été malade. Il consacrait toutes les heures de pause à apprendre une langue étrangère. Il parlait couramment l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Jamais il n'avait eu d'altercation avec un de ses collègues ni avec un client. Malgré de nombreux guichets à la banque, la plupart des clients ne voulaient être servis que par Dagban, qui n'acceptait jamais de pouvoir ni ne demandait des cadeaux aux clients. Sa rapidité à servir était phénoménale.
Une grande partie des employés approuva ce choix. Quand la clé fut remise à Yves Dacman, la jalousie monta dans de nombreux cœurs. Le lauréat, pris par une forte émotion, n'arrivait pas à prononcer son allocution. Il se contenta de dire tout simplement merci à tout le monde. Avant d'ouvrir le cocktail, le président donna rendez-vous dans un an pour désigner le nouveau meilleur travailleur de la banque à la grande satisfaction de tous. Malgré la grande abondance des mets, le cocktail ne dura pas 7 minutes. La nourriture était mise dans des sachets pour être emportée à la maison. Le président qui buvait une coupe de champagne se contenta de dire à Bob: Ah, les petites gens. Bob acheta enfin l'agence de voyage que sa femme réclamait depuis des mois. Il venait encore de s'endetter auprès d'une banque qui gérait les loyers de son immeuble. Il rachetait une agence tombée en faillite. Après des aménagements au sein de cette agence, Blandine invita une centaine de personnes pour l'inauguration. Ce soir-là, elle resplendissait encore plus. Sa longue robe noire avec une centaine de grains de blanc lui donnait l'air d'une princesse. Les invités, tous des décideurs, ne tarissaient pas d'éloges pour cette belle femme. Quand au cours de la cérémonie, Blandine présenta son mari, ce fut le délire. Chacun s'approcha de lui pour le féliciter d'avoir une femme d'une si grande beauté. On l'enviait. Quelqu'un lui dit qu'il vivait au paradis. La presse, dans sa totalité, couvrait l'inauguration de cette agence et prit de nombreuses photos. Bob refusa d'accorder une interview à la télévision. Il leur suggéra de poser des questions aux meilleurs travailleurs de la banque. Le reporter trouva l'idée excellente pour un élément du journal télévisé. Il promit d'en parler au rédacteur en chef. Si ce dernier donnait son accord, il appellerait Robert Williams pour prendre un rendez-vous avec le lauréat. Cette nuit-là, Bob fut cajolé par sa femme. Les crédits qu'il avait pris pour son école et l'agence absorbaient un quart de ses revenus mensuels. Il savait que la femme se conjuguait avec dépenses et cadeaux. L'homme qui aime donne sans compter. Blandine, tu dois tenir ta promesse maintenant que ton agence est devenue une réalité. Quelle promesse, mon enfant? Je t'en ferai 10 si tu veux. Attends que je revienne de Paris et que j'arrête de prendre mes pilules. Tu prenais des pilules? Oui, mon chou. C'est scandaleux, c'est interdit. Par qui? Mon gros bébé, tu n'es plus prête pour obéir au Vatican. La pilule est l'une des plus grandes découvertes de l'humanité. Pourquoi vas-tu à Paris? À cause de l'agence. Je vais à la recherche de la clientèle. Un invité m'a donné des contacts de personnes et d'agences avec lesquelles je pourrais travailler. Elle pourrait m'envoyer des clients régulièrement si nous signions un contrat. Chérie, j'ai devant moi une mine d'or. Quand pars-tu? Demain. Demain? Oui, chérie, dit Blandine qui faisait travailler le corps de son mari avec des doigts experts. Bob ne pouvait plus résister. Il voulait même lui payer son billet d'avion. Elle déclina l'offre. Mon amour, tu as trop fait pour moi. Je peux m'acheter mon billet. Ce voyage te prendra combien de jours? 2 semaines. 2 semaines, tu veux dire? J'en ai pour 3 semaines. Ce sont les grandes vacances et j'espère que tu pourras venir me rejoindre pour quelques jours. J'aurais bien voulu, mais mon travail ne me le permet pas. Nous avons le conseil d'administration dans moins de 2 mois. Mon chéri, je t'aime. Que vais-je dire alors, moi? Je me demande si je ne suis pas en train de te placer avant Dieu. Il faut le faire, mon chéri. Tu en as parfaitement le droit. Bob Williams venait de prendre une fois de plus l'ascenseur pour le 7e ciel. Cela faisait 10 jours que Blandine était partie. Des pleurs se firent entendre ce jour-là dans toute la banque. Bob sortit précipitamment de son bureau, à l'appel du chef du personnel. La nouvelle lui semblait incroyable. Ses secrétaires ne se trouvaient pas à leur place. Elles avaient couru comme tout le personnel sur les lieux du drame. Dans cette circonstance douloureuse et en l'absence du président du conseil d'administration et du directeur général, Bob prit ses responsabilités et demanda l'évacuation de la clientèle avant de fermer la banque au public pour cette journée. Le chef du personnel avait déjà appelé les pompiers qui venaient d'arriver. Il constatait le décès de Yves Dacman, le meilleur travailleur de la banque. Il était 9 heures quand Yves Dacman se pencha sur son collègue de droite pour lui dire qu'il se sentait mal et qu'il ne pouvait plus assurer son service. Il souhaitait que tous ses clients aillent au guichet voisin. Un violent mal de tête venait de le saisir et il avait de la peine à déchiffrer les montants des chèques. Yves Dacman demanda à ses clients de rejoindre la file voisine car il devait fermer son guichet pour raison de santé. Il ne termina pas sa phrase. Il s'écroula. Ses collègues se précipitèrent pour le relever ainsi que d'autres clients qui venaient d'assister à la scène. Tous pensaient qu'il s'était évanoui. Le médecin présent le savait déjà mort mais refusa de l'annoncer à ses collègues effondrés.
Quand les pompiers déclaraient la mort de Yves Dacman, des pleurs redoublèrent d'intensité. Les hommes comme les femmes pleuraient à chaudes larmes. Bob lui-même ne put se contenir. Il appela le président du conseil d'administration qui promit de venir immédiatement et d'appeler le directeur général qui venait de rentrer d'une mission à l'étranger. Dans toute la banque, on ne parlait que de la villa meublée gagnée par Yves Dacman. La plupart des personnes, surtout les femmes, attribuaient cette disparition subite à la jalousie de personnes malveillantes de la banque qui n'avaient pas apprécié l'attribution de cette villa meublée à un modeste employé. Les supputations allaient bon train sur le ou les responsables de ce meurtre à distance. Chaque groupe avait son ou ses fautifs. Les plus visés étaient tous ceux qui travaillaient au guichet. Les agents des guichets accusaient d'autres services, en particulier ceux qui se trouvaient à l'ouverture des comptes. Ceux-là pensaient aux informaticiens. Ces accusations permirent aux uns et aux autres de moins se sentir la douleur et de réduire les pleurs. Les spéculations continuaient au sein de la banque quand une réunion débuta dans le bureau du président. 10 responsables y prenaient part. Jules Farah n'arrivait pas à regarder Bob dans les yeux. Il fut décidé d'avertir l'épouse de Yves Dacman. Le responsable du service informatique proposa d'informer un de ses frères. Le chef du personnel regagna son bureau pour consulter le dossier de Dacman afin de savoir qui contacter en cas de problème. Il avait mentionné le nom de son oncle qui malheureusement était mort l'année dernière. Bob et le chef du personnel, accompagné de la secrétaire du président, décidèrent de se rendre chez le défunt pour informer sa famille. La villa se trouvait à l'angle d'un nouveau quartier. Elle était magnifique. Yves Dacman avait aménagé la veille seulement. Il trouvait la femme en compagnie de 3 adultes et de 2 enfants qui continuaient de ranger les affaires de la famille dans la maison. La femme était forte et d'un teint clair façonné aux produits de beauté. Bob prit pitié des enfants qui étaient encore très jeunes. Quand il s'installait dans le beau salon, le chef du personnel présenta Bob, la secrétaire et lui-même. Quand l'épouse apprit qu'il venait de la banque où travaillait son mari, elle poussa des hurlements et se jeta à terre et tapa sur les murs. La secrétaire la conduisit dans une chambre. Les 2 autres hommes se présentèrent comme les cousins du défunt. Le chef du personnel, dans un style particulier, annonça la mort de Yves Dacman. Aussitôt, il se mit à pleurer comme des enfants. La femme sortit précipitamment de la chambre en hurlant. Bob ne réussit pas à maîtriser ses larmes. Le cousin le plus âgé et lui discutaient une dizaine de minutes en aparté, les larmes aux yeux. Bob proposa au cousin qu'une délégation de la banque repasse le soir pour présenter les condoléances du personnel de la banque. Il assura la famille que tous les frais des obsèques seraient pris en charge par la banque. Ils quittèrent la maison au moment où les 2 enfants commençaient à pleurer. Sur le chemin du retour, la secrétaire du président leur apprit que Madame Dacman avait rêvé de cette mort cette nuit. Elle avait dit à son mari de procéder à des sacrifices ce matin avant de se rendre au bureau. Il s'agissait pour lui de remettre un de ses vieux habits à un mendiant, de verser du lait dans la rivière pour son génie qui pouvait le sauver et enfin de remettre des pièces d'argent à des jumelles. Elle savait que tous ses rêves prémonitoires se réalisaient. Malgré tout ce qu'elle faisait pour les autres, son mari refusait de croire aux dons de sa femme. Dans son rêve prémonitoire, elle avait vu 3 personnes, dont une femme, venant lui annoncer la mort de son mari. Quant au grand cousin, il avait affirmé à Bob que le couple s'était installé dans la nouvelle maison sans avoir informé ses parents décédés par une petite cérémonie traditionnelle constituée d'offrandes à l'âme de son père et de sa mère. Il en parlait quand il avait vu Bob et ses collaborateurs arriver. Le grand cousin déplorait l'attitude de Yves qui ne croyait pas du tout aux pratiques animistes. D'après lui, son cousin ne croyait d'ailleurs à rien sauf au travail. Le soir, à 18h, une cinquantaine d'employés de la banque conduits par le président et le directeur général vinrent présenter leurs condoléances. Bob fut surpris de voir plus de 200 personnes assises sous une bâche. C'étaient des membres de la famille, des amis et de simples connaissances. Les banquiers restèrent 1 heure. Avant de se retirer, il remit à la famille une enveloppe assez lourde. Les obsèques furent fixées dans 1 semaine. Le grand-oncle prendrait contact avec le chef du personnel pour tous les problèmes pratiques. Bob retrouva les jumelles. Il joua en leur compagnie avant de les faire manger et de les coucher. Il adorait ses petites filles comme leur maman. Il désirait leur donner un petit frère. Depuis sa dernière nuit avec Blandine, il commençait à mettre en application la méthode du professeur Joseph Stolkowski.
La réussite était assurée à 80%. Pour avoir une fille, il fallait manger des aliments riches en potassium. Pour un garçon, le professeur conseillait un régime hyper salé. Bob, optimiste, savait que son régime lui réussirait. Il n'attendait que le retour de Blandine, l'amour de sa vie, celle pour laquelle il avait manqué une messe un dimanche matin. Elle avait voulu qu'il restât à ses côtés jusqu'à midi. C'était ce qu'il avait fait. Ce jour-là, il adhéra à la thèse qui soutient que le vrai sexe fort, c'est la femme. Il s'endormit cette nuit tout en prononçant le prénom de Blandine comme un mantra. Bob Williams aimait vraiment sa femme. Ici s'achève notre chapitre 18. Sur ce, je vous dis, ainsi s'achève